Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on s'attaque au chapitre sur les générateurs parfaits et réels. Cette notion va nous servir tout au long de cette séquence, c'est pourquoi on l'a fait au début. Et en effet, qu'il soit de tension ou de courant, il va toujours y avoir un générateur dans les circuits que nous allons voir. Donc commençons par le générateur de tension parfait. Comme vous le voyez ici, il se représente via ce petit schéma, un cercle avec une flèche représentant le sens de la tension et une autre flèche représentant le sens du courant délivré par le générateur. Donc ici c'est le sens de notre tension. Ici, c'est le sens de notre courant. Donc si on trace la caractéristique du courant en fonction de la tension, on voit que peu importe le courant débité dans la charge qui va lui être relié, nous aurons toujours 230 volts appliqués aux bornes de cette charge par ce générateur. Donc dans ce cas, on peut dire que E égale à U. Donc E qui est la valeur de tension du générateur, on va dire, et U, ça va être la tension délivrée par le générateur. Donc ici, c'est peut-être pas encore assez clair, mais on comprendra mieux la différence quand on passera juste après au générateur réel entre tension du générateur et tension délivrée par le générateur. Pour mieux expliquer, prenons un exemple. Donc ici, nous avons un générateur de tension parfait qui va alimenter une charge. Et on voit ici que nous avons 10 ampères qui vont circuler dans cette charge et une tension de 230 volts à ces bornes. Donc on a un E qui est la valeur du générateur qui va être égale à 230 volts. On va la retrouver ici aux bornes de cette charge et les 10 ampères qui vont circuler dans cette charge. Maintenant, on va ajouter des charges consommant également 10 ampères et on voit que malgré que le courant a augmenté, vous voyez qu'on est passé de 10 ampères fournis par le générateur à 30 ampères au total. Ça, on verra, c'est la loi des nœuds. Mais on a au total 30 ampères qui va être débité par notre générateur. Et bien malgré ça, on a toujours 230 volts aux bornes des charges. C'est-à-dire que là, le générateur fournit 230 volts. Et bien ici, on va retrouver 230 volts, 230 volts, 230 volts. Maintenant, vous avez compris, imaginons on ajoute encore 6 autres charges, donc là on n'a plus 10 ampères, on n'a plus 30 ampères, mais 60 ampères, et bien on aura toujours 230 volts aux bornes de chaque charge. Et donc c'est pour ça qu'on va dire que ce générateur de tension est parfait, car peu importe le courant débité, il fournira la même tension. Vous vous doutez bien qu'en réalité ça ne va pas se passer comme ça, et que nous allons forcément avoir des pertes quelque part, aussi appelées chutes de tension, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voici la représentation d'un générateur de tension réelle. Si vous vous rappelez du schéma précédent, on voit qu'il se ressemble à l'exception de cette petite résistance qui vient de se rajouter. En fait, cette résistance va représenter la résistance interne du générateur qui est due à sa fabrication. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que nous n'avons pas accès à cette résistance. C'est pas comme si vous prenez votre générateur, une résistance, vous les montez en série et hop, vous avez votre montage de générateur de tension réelle. En fait, c'est plus une manière simplifiée de représenter cette résistance interne qui va nous permettre de calculer la chute de tension en fonction du courant débité par le générateur. On ne va pas rentrer en détail, mais cette résistance pourrait représenter par exemple les pertes joules dues aux échauffements via le courant qui va circuler dans les enroulements statoriques et rotoriques d'une génératrice par exemple, ou encore la magnétisation du circuit statorique dans un moteur asynchrone. On aura peut-être l'occasion de le voir dans le futur sur cette séquence de vidéos concernant l'électronique, l'électrotechnique en règle générale, mais pour l'instant, admettez qu'on a une résistance interne dans un générateur de tension réelle et qu'il va falloir le prendre en compte dans diverses applications. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente, pour calculer la tension aux bornes de ces résistances, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc U égale RI, on verra dans la prochaine vidéo pourquoi cette flèche représentant la tension est dans ce sens. Et donc de cette manière, on peut dire que U égale E moins RI. Ok ? Pareil, pour l'instant, admettez ce résultat, mais vous comprendrez pourquoi cette équation dans la vidéo sur la loi des mailles. En fin de compte, on va se baser sur le sens des tensions. Donc on voit ici qu'on a une tension de 230 volts dans ce sens, une tension de U égale RI dans ce sens. Et donc pour avoir la somme totale de U, on va faire cette tension-là moins cette tension-là. Mais encore une fois, on verra ce sujet dans la vidéo sur la loi des mailles. Et donc de ce fait, si on trace la caractéristique de la tension en fonction du courant, on va avoir cette droite descendante, ce qui est logique au final parce qu'on voit dans cette équation que plus le courant va augmenter, plus ce terme-là va être important. Et donc vu qu'on le soustrait à la valeur de E, c'est logique que plus le courant augmente, plus la tension U va diminuer. À noter également ces deux valeurs remarquables, donc la tension à vide et l'intensité de court-circuit. Donc pour la tension à vide, ça va être simplement lorsque nous n'avons pas de charge reliée au générateur. Et donc de ce fait, on n'aura pas de courant débité par le générateur. Et donc si on prend cette équation, on voit que si I égale à 0, ce terme est égal à 0 et donc U égale E.
Maintenant, pour l'intensité de court-circuit, ben, c'est très simple. On voit que plus le courant I va augmenter, plus la tension va diminuer, dû à cette équation qu'on vient de voir. Et donc, c'est compréhensible de voir que plus I va augmenter, plus ce terme va grandir. Et au bout d'un moment, ben, ce terme sera égal à E. Et donc, on aura U égale à 0. Maintenant, pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un générateur de tension réel, donc on a toujours un courant de 10 ampères demandé par la charge. On voit qu'ici, on a une valeur petit r est égale à 0,5 ohms. Et donc, si on applique cette formule, donc U égale E moins RI, on remplace par les valeurs qu'on a, donc E est égal à 230 volts, R est égal à 0,5 ohms et I est égal à 10 ampères. Donc 230 moins 0,5 fois 10 est égal à 225 volts. Et on voit que contrairement à tout à l'heure où la tension appliquée par le générateur était également appliquée à la borne, donc aux bornes de notre résistance, on avait 230 volts. Et bien là, on voit que vu qu'on a 10 ampères qui vont circuler dans le circuit accroché au générateur de tension réelle, on va avoir une chute de tension qui est due à cette résistance R. Et donc, on n'a plus 230 volts, mais bien 225 volts. Maintenant, si on ajoute encore une fois deux autres résistances qui consomment chacune 10 ampères, donc cette fois-ci on va plus avoir 10 ampères mais 30 ampères. On va pouvoir remplacer la valeur dans cette équation, donc E est toujours égal à 230 volts, ça bouge pas. R est toujours égal à 0,5 ohm, ça ne bouge pas non plus. Et par contre, I, cette fois-ci on n'a plus 10 ampères mais 30 ampères, et donc on va avoir 215 volts appliqués aux bornes de chacune des charges. Même exercice si on rajoute 3 autres résistances consommant 10 ampères, cette fois-ci on n'a plus 30 ampères mais 60 ampères, et donc on aura 200 volts appliqués à chacune de ces bornes. Bien, j'espère que vous avez cerné le cas des générateurs de tension, qu'ils soient parfaits ou réels. De toute manière, on aura l'occasion de s'en servir très souvent. Et maintenant, on va passer au générateur de courant. Donc voici la représentation d'un générateur de courant parfait. Vous voyez que contrairement au générateur de tension, on n'a pas une flèche mais une barre horizontale. Et comme son nom l'indique, il ne va pas délivrer cette fois une tension, mais un courant. Donc, comme pour le générateur de tension parfait, si on trace la caractéristique du courant en fonction de la tension, on voit que peu importe la tension, ce générateur délivrera toujours le même courant. Qu'on ait 10 volts ou 400 000 volts, ce générateur fournira 10 ampères. On voit également que le courant petit i qui est envoyé par le générateur est égal au courant grand I qui sera envoyé aux charges reliées sur ce générateur. Ainsi, si nous réalisons ce montage, donc une résistance ayant 5 volts à ses bornes, mise en série avec le générateur de courant, ici petit i est égal à 10 ampères, et donc de cette manière, le courant grand I qui va circuler dans cette résistance sera également égal à 10 ampères. De la même manière, si nous ajoutons une nouvelle résistance avec également une tension de 5 volts à ses bornes, eh bien nous aurons toujours 10 ampères qui circuleront dans les résistances. Même principe, si nous ajoutons deux résistances supplémentaires, toujours 10 ampères qui circulent dans ces résistances. Bon, vous le sentez venir, en réalité ça ne se passe pas vraiment comme ça, et comme pour le générateur de tension, il va y avoir des pertes, cette fois-ci de courant, dues à la résistance interne du générateur. Donc voici la représentation d'un générateur de courant réel, et une nouvelle fois l'apparition d'une résistance interne petit r, cette fois-ci non pas en série mais en parallèle du générateur. Je le répète, nous ne pouvons pas retirer cette résistance. Cette représentation est juste une représentation fictive nous permettant de faire des calculs. Donc ici, on va avoir une perte de courant dans la résistance R. J'espère que vous voyez, mais le courant va sortir du générateur et arriver ici. Deux chemins vont s'offrir à lui. Donc il va y avoir un peu de courant ici, un peu de courant ici. Et donc on ne peut plus dire que grand I est égal à petit i. Parce que forcément, ce qui va sortir du générateur ne va pas en totalité partir dans ce sens-là. Il va y avoir un peu de courant qui va circuler dans la résistance R. Donc le but, premièrement, ça va être de calculer le courant circulant dans cette résistance interne pour pouvoir en déduire l'expression du courant I, au même titre qu'on a fait pour la tension précédemment. Donc on sait grâce à la loi d'Ohm que I égale U sur R, donc ici IR égale U sur petit r. Ainsi, on peut donc déduire l'expression du courant de sortie grand I qui va être égal à petit i moins grand U sur petit r. Donc cette expression fait appel à la loi des nœuds qu'on aura l'occasion de voir dans une prochaine vidéo où vous comprendrez exactement cette expression, même si je pense que dans ce cas-là, c'est assez facile de voir que le courant va se diviser en deux. Alors peut-être pas en deux parts égales, mais il est assez simple d'admettre qu'on va avoir une perte de courant quelque part. Donc à l'aide de cette expression, on va pouvoir tracer la caractéristique du courant en fonction de la tension. Vous voyez que finalement elle ressemble beaucoup à celle du générateur de tension réel, sauf que la tension et le courant sont inversés. Donc on voit ici que lorsque la valeur de tension est nulle, on va avoir une valeur maximale de courant, soit I
est égal à petit i. Et plus cette tension va augmenter, plus la valeur de grand I va diminuer. Au même titre que pour le générateur de tension parfait, c'est compréhensible. Via cette expression, on voit que plus U va augmenter, plus ce terme va augmenter, et donc on va soustraire une partie plus importante au petit i. Et donc, au bout d'un moment, cette valeur va être égale à petit i, et donc on aura grand I est égal à 0. Comme d'habitude, petit exemple, ici j'ai une résistance avec 5 volts à ces bornes montées en série avec un générateur de courant réel, pour petit i est égal à 10 ampères. Donc en appliquant cette formule, grand I est égal à petit i moins U sur R. Donc on remplace les valeurs, on voit que petit i égale 10 ampères, grand U est égal à 5 volts, petit r est égal à 5 ohms, et donc on va avoir 10 moins 5 sur 5 égale 9 ampères. Idem si j'ajoute une nouvelle résistance avec toujours 5 volts à ces bornes. Ici, U n'est plus égal à 5 volts, mais bien 10 volts. On le verra dans la vidéo sur la loi d'Emaille. Mais en gros, quand on a deux tensions dans le même sens, on peut faire une tension équivalente en additionnant ces tensions. Donc ici, 5 volts plus 5 volts est égal à 10 volts. On remplace ça dans notre formule, et donc 10 ampères moins 10 volts sur 5 ohms est égal à 8 ampères. Pareil, si j'ajoute deux résistances supplémentaires, on n'a plus 5 volts, on n'a plus 10 volts, mais bien 20 volts. On remplace ça dans notre formule, et donc on a un grand I est égal à 6 ampères. Bon, c'en est fini en ce qui concerne les générateurs de tension et de courant. On va quand même faire un petit récap pour que tout soit clair. Pour le générateur de tension, quand il est parfait, peu importe le courant débité, la tension U restera toujours constante et U est égal à E. Quand il est réel, on ajoute une résistance petit r en série qui correspond à sa résistance interne. Celle-ci va engendrer des pertes de tension, et donc nous aurons une droite descendante qui part de la tension à vide pour I égale 0 et qui finit à la valeur ICC quand U est égal à 0. Il faut retenir cette équation, U est égal à E moins RI. Pour le générateur de courant parfait, peu importe la tension appliquée à ce générateur, il délivrera toujours un courant constant et grand I est égal à petit i. Quand il est réel, on ajoute une résistance petit r en parallèle cette fois, qui correspond toujours à sa résistance interne. Celle-ci va engendrer des pertes de courant, et donc nous aurons également une droite descendante qui part du courant maximal quand U est égal à 0 jusqu'à la valeur de tension permettant d'avoir I est égal à 0. Il faut retenir cette équation, grand I est égal à petit i moins U sur R. Bon, j'espère que vous avez pu comprendre les différences entre ces quatre générateurs. Si certaines parties sont floues, notamment au niveau des calculs, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je vous expliquerai dans les 3 prochaines vidéos qui porteront sur les conventions générateur-récepteur, la loi des mailles et la loi des nœuds, le pourquoi du comment, et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Donc sur ce, restez motivés et merci d'avoir regardé cette vidéo.